Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce premier CQFR de 2025. On va commencer par vous souhaiter une magnifique nouvelle année avec plein de joie, plein de bonheur, la santé bien sûr, du basket, de la musique, tout ce que vous aimez et on espère un peu moins de choses déprimantes à travers la planète. Je suis rejoint par Shai et Shai, c'est l'occasion aussi de te souhaiter une bonne année. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. Comme tout le monde le sait, tu as tenu le fort, comme on dit, pendant ces 2 dernières semaines à approvisionner tout le monde en news autour de la NBA. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. C'est vrai qu'on a fait un petit break en fin de semaine dernière. Histoire de recharger un petit peu les accus et de repartir fort pour cette nouvelle année. On va commencer tout de suite avec ce qui s'est passé, je pense, la nuit dernière. Il y avait littéralement le choc qu'on attendait toutes et tous entre le premier de la conférence Est et le premier de la conférence Ouest, pardon, et l'un des principaux candidats au titre à l'Est. Il y avait un OKC Boston hier qui était passionnant. Est-ce que tu peux... Alors, je vais vous donner le résultat tout de suite. Victoire d'OKC, 105-92 face à Boston. Le Thunder qui a donc engrangé sa 15e victoire de suite, record de la franchise. Et une démonstration quand même, on peut le dire peut-être, face à cette équipe de Boston. Alors, t'as raison déjà de dire que c'était un match très attendu. Moi, c'était un des matchs que j'attendais le plus depuis le début de la saison parce que c'est les deux équipes que j'imagine aller en finale à la fin, à l'heure actuelle en tout cas. C'est pas une hot take, hein, Oklahoma City qui est une 15 victoires de suite. Boston qui joue un peu à sa main, qui a tendance à se relâcher, et on va en reparler, l'a encore fait dans ce match-là. Donc ouais, c'était un match que j'attendais beaucoup. J'ai pas été déçu dans l'ensemble. Je trouve que les deux équipes ont vraiment joué comme si c'était une rencontre de play-off et le niveau m'a beaucoup plu. Les deux équipes étaient presque au complet en plus. On peut toujours dire que OKC récupérera normalement Chet Holmgren à un moment, mais sinon globalement les équipes étaient au complet. Et je trouve que ça a tenu ses promesses, en tout cas pendant 3 quarts temps en ce qui concerne les Celtics, parce que c'est marrant, j'étais devant le match, c'était, tu sais que quand Marseille passe à la télé, je regarde quand même le match de Marseille en même temps, donc je regardais les deux en même temps, et devant le match, je disais à mon père, ouais, Boston c'est fort, mais ils ont tendance à se relâcher, surtout en ce moment, et le quatrième quart-temps, ça n'a pas loupé, ils se sont effondrés, ils n'ont plus rien rentré, leur adresse à 3 points a été désastreuse, on peut le dire, je pense, 9 sur 46, c'est assez 19%. incroyable. Voilà, donc c'est une équipe qui quand même qui est assez dépendante de son adresse extérieure et dans le quatrième quart-temps ça a été une cata. Et OKC en parallèle a vraiment haussé le ton et est resté dans le match sans lâcher pour renverser ensuite la situation. On a encore eu un Shai Gilgeous-Alexander qui a été très bon, 33 points, 11 rebonds. Et tous les autres autour, même les passages difficiles plutôt dans le match, parce qu'il faut quand même préciser que Boston menait 10 points à la pause avant-après que OKC renverse la situation. Tous les autres ont contribué de manière un peu disparate, mais Lou Dort, dans le quatrième quart-temps, a été excellent. Il met 3 paniers à 3 points précieux, alors qu'avant, il rentrait rien. Aaron Wiggins, qui est le mec dont on ne parle jamais à OKC, mais qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Qui est très bon. Très bon, très belle adresse extérieure, joueur assez complet, très bon joueur. Et ils ont tous un peu contribué. Kayson Wallace, Jalen Williams, Hartenstein a pris des rebonds importants, quelques contres importants aussi. Et au final, OKC a bien fait de s'accrocher, de rester dans le match, puisqu'ils l'ont emporté à la fin. Tu le disais, 105-92, score plus large que. Enfin, la dynamique du match, ça vaut pas un 105-92, c'est plus serré que ça. Mais OKC a répondu présent et a montré un beau visage. Je dirais pas que c'est une démonstration, tu vois, mais ou en tout cas une démonstration d'un mental qui les pousse à ne pas vouloir perdre. Ça, c'est quand même aussi le propre des équipes qui sont sur des longues séries de victoires. Et ils ont envie de montrer qu'ils sont là cette année, que ce sont des contenders, que c'est pas juste une équipe de saison régulière. Et à mon sens, ce genre de performance le prouve bien. Ouais, en fait, tu fais bien de préciser. Ce que j'entendais par démonstration, c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que c'est que moi, ce qui m'a impressionné dans ce match, c'est que le Thunder est resté serein, en fait, et même mené. Ils sont restés sereins, sûrs de leur force, justement sans que quelqu'un ait besoin de forcer. Tu l'as dit, chez Gilgeous Alexander fait un très bon match, mais c'est pas le seul à être décisif sur la fin. À la fin, c'est même Lou Dort qui met 2 paniers à 3 points extrêmement importants. Donc moi, c'est ça que j'ai trouvé impressionnant. Et puis la défense, ils ont tenu quand même Boston à 27 points en deuxième mi-temps. C'est le plus petit score de Boston sur toute la saison sur une mi-temps, 27. Le précédent, je crois que c'était quelque chose comme 44. C'est pour Ah montrer un ouais. petit peu la domination de cette défense du Thunder sur laquelle OKC sait s'appuyer. Et puis, tu l'as dit, peut-être le plus flippant pour tout le reste de la ligue, c'est qu'il manque toujours Chet Holmgren, qui est vraiment le troisième membre du Big Three de cette équipe. Et donc là, on voit la profondeur de banc, la qualité de jeu et ouais, la résilience, parce qu'en fait, quand tu es à 15 victoires de suite, ça va être intéressant d'ailleurs de voir maintenant
Maintenant qu'ils ont battu ce record de la franchise en nombre de victoires, je dis pas que c'était un objectif, mais on sait que parfois, quand tu es sur une série, il y a un moment où ça commence à te peser un petit peu parce qu'on te rappelle à chaque match, ah, ça fait 16, ça fait 17, s'ils arrivent jusque-là, et puis après, tu commences à rentrer dans des territoires qui te rapprochent potentiellement de certains records. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le Thunder a refusé de perdre, ils sont restés concentrés jusqu'au bout, et ils ont réussi à faire chuter cette équipe de Boston, qui est très forte, mais on le sait, tu l'as dit, ils vivent et ils meurent par le tir à 3 points. Donc pour l'instant, ça leur réussit quand même. Ils font une bonne saison, bien entendu. Mais face à des équipes aussi bien préparées que OKC, on voit quand même que l'armure est pas aussi impressionnante qu'elle ne l'était l'an dernier. C'est ça. Et puis il y a des irrégularités individuelles au cours des matchs. Jaylen Brown qui est excellent en première mi-temps, il met 21 points, il en met 0 en deuxième. Tatum a eu ses moments aussi. Porzingis a bien démarré, après on l'a moins vu, donc il y a ces irrégularités là, je vais y arriver, qui sont pas spécialement inquiétantes, mais qui permettent quand même de rappeler que même si Boston est quand même grand favori à sa propre succession, le titre va pas leur être offert. Ils auront peut-être un parcours plus compliqué que l'an dernier aussi, donc il faut faire attention à ces phases-là où ils sont plus irréguliers, et je pense que tout le monde en est conscient là, donc c'est pas un problème. Et pour OKC, c'est pas pour m'avancer, mais ils ont 7 victoires d'avance sur le deuxième à l'Ouest. Je pense qu'OKC file vers le titre à l'Ouest, en tout cas vers la première place en saison régulière. Je ne les vois pas être rattrapés. Derrière, même si quelqu'un fait une série exceptionnelle, je veux dire, il y a 7 victoires d'avance sur Houston, pareil sur Memphis, qui sont des équipes très bonnes et très intéressantes, mais qu'on imagine mal faire le même type de série qu'OKC, par exemple. Et derrière, c'est des équipes qui sont en quête de certitude, qui ont du mal. Denver, les Lakers, les Mavs, qui sont très bons, mais qui ont des séries plutôt dans le sens inverse. Je pense aux Mavs et leurs 4 défaites consécutives. Donc, pour moi, OKC a validé la première place cette nuit, hier soir en tout cas, même si ça paraît un peu tôt, je pense que là, c'est sûr et certain. Et l'avantage du terrain en play-off, dans une salle qui peut être très bruyante aussi à OKC, c'est une belle affaire qui a été faite hier, je pense. Carrément, et je te propose qu'on parle de l'autre équipe qui est première de sa conférence et qui elle aussi continue de confirmer, c'est les Cavaliers qui se sont imposés 115-105 face aux Charlotte Hornets. Alors le match n'était pas forcément passionnant en lui-même, mais les Cavs, c'est quand même l'équipe dont personne ne parle quasiment. 31 victoires, 4 défaites. Eux aussi, quand même, ils se rapprochent. Ils sont de plus en plus près de pouvoir valider eux aussi leur première place de la conférence Est. Il reste beaucoup de matchs, bien sûr. Mais là, c'est pareil. On sait depuis un moment que c'est plus un feu de paille. Et belle victoire quand même de Cleveland qui aussi parvient à trouver des ressources différentes d'un match à l'autre. Absolument, et ça c'est le propre aussi des équipes qui sont bien. Cleveland n'est pas dépendant d'une équipe. D'ailleurs, on parle absolument pas d'un des joueurs des Cavs comme d'un MVP potentiel, c'est bien que le collectif prime. Ce qui est aussi intéressant et qu'on souligne pas toujours sur la série des Cavs là, alors ils affrontent pas toujours de grosses équipes, mais sur les 10 matchs de suite qu'ils ont remportés, à chaque fois ça a été par au moins 10 points. Donc c'est pas, ils sont pas à l'arrache à renverser des situations compromises, ils sont en maîtrise. C'est une équipe qui domine. Et qui, à mon avis, ne sera pas rattrapé non plus parce qu'on ne voit pas les mêmes irrégularités que chez les Celtics, par exemple, ou chez les Knicks, qui, d'un soir à l'autre, vont passer en mode porte ouverte en défense. Les Cavs, c'est très régulier. Darius Garland, cette nuit, fait 25 points. Jarrett Allen, 19 points, 11 rebonds. Tout le monde contribue. Il n'y a pas besoin que quelqu'un, comme on l'a dit tout à l'heure, fasse des miracles individuels. On pouvait peut-être se dire que ce serait le profil de cette équipe avec Donovan Mitchell, qui a souvent fait ça pour le Jazz par le passé. Ils sont très complets. Ils sont invincibles quasiment à domicile. 18e victoire en 19 matchs à la maison, un bilan de 31-4 à ce stade de la saison, c'est vraiment ils sont vraiment impressionnants. Ils n'ont pas perdu depuis le mois de décembre à Miami, et leur seule défaite à la maison c'était contre Atlanta. C'est une équipe qui carbure fort, et je pense aussi avec un tout petit peu moins de certitude que pour OKC, mais que Cleveland va assez clairement finir en tête de la conférence Est. Je regarde le classement en même temps, ils ont 5.5, donc ils ont 5 victoires de plus que Boston avec le tiebreaker. Et derrière, encore 2 victoires de plus par rapport aux Knicks. Et puis derrière, c'est des équipes qui sont bien plus loin. Le Magic a 11 victoires, les Bucks à 13. Bref, je pense que les Cavs ont presque d'ores et déjà, eux aussi, validé la première place de la conférence. Carrément, du côté des Hornets, on peut noter que Brandon Miller et LaMelo Ball, qui revenaient tous les deux de blessures, ont été bons. 24 points chacun, même 24 points. Ouais, c'est ça, 24 points chacun. Il y a Tidjane Salan qui a eu un petit peu de temps de jeu aussi, qui a montré de belles choses hier. Ouais, 23 minutes, 6 points, 9 rebonds, 1 passe, pas beaucoup de réussite en attaque, mais de l'activité comme toujours pour Tidjane Salin.
Petite déception, Moussa Diabaté, là, j'ai vu que pendant que j'étais en congé et que j'ai moins suivi, j'ai vu qu'il était parti en G-League. Là, il a fait son. Je ne sais pas si c'est son début cette nuit ou la nuit dernière, mais maintenant il joue avec Greensboro en G-League. Ça me déçoit un peu parce que j'en ai beaucoup parlé du fait que j'aimais son apport pour les Hornets et pour n'importe quelle autre équipe. Donc j'espère que c'est qu'une passade et que c'est peut-être lié à un pépin physique auquel que j'aurais pas vu dans un premier temps, mais j'aurais bien aimé qu'il raccroche le train des Hornets, en tout cas de l'équipe première. Ouais, allez, je te propose qu'on reste sur la conférence, enfin qu'on aille sur la conférence Ouest plutôt. Il y avait un Lakers Houston qui s'est soldé par une victoire des Rockets 119-115 donc face aux Lakers. Les Lakers qui ont vraiment essayé de prendre ce match, qui était même très bien parti pour le prendre. Ils avaient fait un troisième quart-temps étincelant et finalement qui se sont fait reprendre. Ouais, ils se sont fait reprendre. Ils étaient menés assez largement à la mi-temps. Il y avait 18 points d'écart, 18 points d'avance pour les Rockets, 40-24 dans le troisième pour les Lakers, grâce à un très très bon Anthony Davis. LeBron James qui a mis un peu de temps à se mettre en route aussi, qui rentrait pas grand-chose au début, mais qui a été bon sur la fin. Et ça se joue finalement sur le fil. Ça se joue sur le fil parce que y a les Rockets qui repassent devant. Fred VanVleet qui réussit une interception hyper importante sur une remise en jeu des Lakers sur leur dernière remise en jeu. Et au final, c'est les Rockets qui l'emportent. Mais les Lakers sont bien revenus dans le match, ça c'est à mettre à leur crédit. Les Rockets m'ont quand même semblé plus. Après, on n'est pas en playoff, mais ils m'ont semblé être plus forts globalement, en fait, plus sûrs d'eux. Jalen Green, 33 points. Amen Thompson, 23 points, 16. C'était son retour de suspension après la petite bagarre. Et il est vraiment excellent. Là, il est titulaire parce que Jabari Smith est blessé pour pas mal de temps. Il a été excellent et les Rockets, moi j'aime bien cette équipe. Je sais que c'est pas le plus beau basket, le plus spectaculaire, mais il y a toujours une forme de dureté, de sérieux, et même quand il y a des petits éclats, ils arrivent globalement à toujours renverser la situation. Et ils sont deuxième de la conférence Ouest quand même. Ouais, impressionnant. C'est vrai que cette équipe, elle est pas facile à jouer parce qu'en fait, c'est jeune, c'est athlétique, ils jouent dur. Donc même si tu as fait l'écart, tu sais qu'ils vont se battre jusqu'à la dernière minute. C'est de toute façon, on le sait, c'est quand même le propre aussi des équipes de Ime Udoka. C'est vraiment ce qu'il essaie de mettre en place dans sa philosophie. Il y avait une autre série en cours, les Kings, qui vont bien mieux depuis qu'ils ont changé de coach, depuis que c'est Doug Christie qui a remplacé Mike Brown et qui se sont imposés. Ils ont mis une volée aux Warriors. Victoire 129-99 pour les Kings, malgré le retour de Stephen Curry qui est revenu quand même, qui a signé 26 points, 7 rebonds, mais pas de passe. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que tu penses que il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer du côté des Kings, ou est-ce que c'est l'électrochoc qui survient souvent après un changement d'entraîneur? Un peu des deux, je pense. J'ai l'impression que Doug Christie a normalement des préceptes un peu plus défensifs. Bon, c'est un peu aussi lié au joueur qu'il était, très certainement, mais Mike Brown est devenu un coach qu'on a qualifié de bon pour la défense, alors qu'à la base, c'était quand même... Enfin, c'est un coach qui a été bon à différentes parties, différents moments de sa carrière dans les différents secteurs, mais voilà, le fait qu'à un moment on dise que c'était un coach surtout défensif, ça c'était peut-être pas si proche de la vérité, alors que là, Doug Christie, il y a une identité qui est de ce côté-là. Et je pense qu'il y a le choc psychologique, forcément. Il y a le fait que il y a des rumeurs aussi autour de... il y a une réorganisation un peu dans les rotations. D'Aaron Fox n'était pas là cette nuit, il n'a pas joué. Ça ne les a pas empêchés d'être extrêmement bons. Ils n'ont pas du tout eu de difficultés. Ils n'ont jamais été derrière au tableau d'affichage. Hein, qui ont dicté le rythme de la rencontre. Malik Monk a été excellent. 26 12 points. passes pour Malik Monk. 12 passes. Il sait faire des passes, il le montre de plus en plus. Sabonis, 22 points, 13 rebonds, 7 passes. Ça a très bien fonctionné. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y avait besoin de ça, peut-être. Quelque chose de l'ordre du relationnel qui n'allait plus. D'autres idées, d'autres petits ajustements qu'on perçoit peut-être pas comme ça. Mais ça fonctionne mieux. Et en plus, quand tu tombes contre une équipe des Warriors qui, d'un soir à l'autre, et là, ça fait 2 soirs de suite quand même, peut être absolument absente, totalement absente et vraiment déprimante. Quand tu vois le talent qu'il y a dans l'équipe, ça pardonne pas. Et Sacramento, ça fait 4 victoires de suite et ça leur permet de revenir dans des eaux un peu plus intéressantes au classement à l'ouest. Ouais, c'est ça. Et les Warriors, donc, qui sont aujourd'hui à la 9e place, juste derrière les Spurs. Après l'excellent début de saison, on sent que ça cale quand même du côté des Warriors pour l'instant. Il y a une équipe qui n'est pas censée gagner des matchs, mais qui le fait quand même, c'est le Jazz, qui a enchaîné avec une 2e victoire de suite en s'imposant 105-92 face à Orlando Magic, où finalement, bientôt, on va voir la tête d'Antoine Pimel sur le banc ou la tienne, Chai, tellement ils enchaînent les blessures.
Ouais, on peut peut-être commencer par là. Je ne sais pas si vous avez suivi ce week-end, mais le Magic qui perd des joueurs à chaque match, a perdu Jalen Suggs sur une blessure assez étonnante, sans contact, où manifestement il s'est blessé au dos. Il a dû sortir sur une chaise roulante. Donc il n'était pas aligné, forcément, il n'était pas aligné dans ce match face au Jazz. Ouais, mais c'est bon. À chaque fois, je refais la comparaison. C'est un peu destination finale. Tous les mecs tombent un par un. Ça semble inéluctable. Heureusement, normalement, on devrait arriver bientôt vers la période où Paolo Banchero va pouvoir reprendre. Ils vont absolument pas forcer, évidemment, parce qu'il est trop important pour ça. Ensuite, on verra pour Franz Wagner. Mais là, Jalen Suggs, ouais, je pense qu'il n'y a pas encore de compte-rendu médical sur la nature exacte de sa blessure, donc on ne sait pas combien de matchs il va manquer. Le dos, c'est toujours un peu traître. C'est des blessures qui peuvent être récurrentes si elles ne sont pas bien soignées, donc ils vont peut-être aussi être prudents, tellement il est important. Mais là, au bout d'un moment, le 5, il devient compliqué, quoi. Caleb Houston, même si c'est des gens qui sont titulaires maintenant habituellement, les Cole Anthony, Bitadze, Tristan Da Silva est un très bon joueur, mais c'est un rookie. Cole Anthony, qui est un bon joueur, mais qui est aussi irrégulier. Et derrière, le banc manque aussi de profondeur. Donc là, c'était contre une équipe du Jazz qui commence à bien jouer aussi. Malheureusement, ça ne s'est pas soldé par une victoire pour le Magic. Et ce que je craignais, chaque fois que je dis que je crains que Orlando finisse par rentrer dans le rang et ait du mal à enchaîner, ils arrivent à refaire une série positive. Là, je suis à nouveau un peu dans le doute et j'attends avec impatience le retour de Banchero et ensuite celui de Wagner si c'est possible, évidemment. Ouais, du côté du Jazz, Lauri Markkanen n'a pas joué non plus ce match-là, il était blessé au dos. Et c'est ton gars Bryce Sensabo qui a encore une fois fait parler de lui, de 27 points en sortie de banc. C'est son deuxième gros match de suite, donc voilà. Ouais, il est très bon joueur. C'est des joueurs dont on parle pas beaucoup, qui ont été des petits styles à la draft, et ils ont que des joueurs jeunes qu'ils ont draftés, quasiment les Kessler, Juzang, Isaiah Collier qui étaient titulaires aussi. Et puis il y a Patty Mills au milieu qui vient faire quelques minutes en sortie de banc avec les jeunes. Filipovski aussi, j'ai pas parlé de Filipovski, mais qui est un très bon jeune joueur aussi. Et le Jazz, mine de rien, avec 2 victoires, si je ne dis pas de bêtises, est repassé. N'est pas dernier. Je regarde le classement. C'est bien ça, vraiment, c'est bien ça. C'est ça, ils sont avant-derniers, ils sont repassés devant les Pelicans. Ils sont repassés devant les Pelicans. Dont on va pouvoir parler tout de suite. Magnifique transition, parce que les Pelicans ont quand même réussi à gagner un match 110 à 98 face aux Washington Wizards. Les Wizards qui étaient sans Bilal Koulibaly et sans... Jordan Poole aussi. Jordan Poole pas là non plus. Ouais. Voilà, exactement. Ouais, Jordan Poole pas là. Il faudrait que les Pelicans affrontent les Wizards à chaque match, parce que là, ça fait 2 défaites en 3 jours. Ils n'avaient plus gagné depuis 11 matchs. Ils avaient fait 11 défaites de suite. Et là, 2 fois les Wizards, 2 victoires. Et si Jay McCollum, qui avait fait un match énorme l'autre jour, a encore marqué 25 points. Dijon Temeray, triple-double. 14 points, 12 passes, 10 rebonds. Et du coup, les Pelicans sont toujours bons derniers à l'Ouest, mais ils repassent. C'était ça, j'ai inversé. C'était pas le Jazz. Je me disais bien, parce que le Jazz était déjà devant les Pelicans. Mais c'est en battant les Wizards 2 fois, ils sont rapprochés de leur bilan. Ils ont un meilleur bilan que les Wizards maintenant. Alors, ça posera pas de problème à la fin s'ils sont bien dans les 3 pires équipes de la ligue au moment de la loterie. Mais c'est notable, avec 2 victoires, ils sont passés devant les Wizards au général. Ouais, et du côté des Wizards, il y a quand même une stat qui est vraiment intéressante. Alors, Kyle Kuzma s'est fait plaisir, 28 points, mais très bon match à nouveau d'Alexandre Sarr qui est en train de monter en pression, en fait, sans qu'on s'en rende trop compte. 18 points, 11 rebonds, 3 passes, 6 sur 9 au tir, 3 sur 6 à 3 points. Il est vraiment en train je pense, de s'acclimater au rythme de la NBA. Et ça va être intéressant dans la course pour le rookie de l'année. Rien n'est fait encore, mais il commence à remonter dans la fameuse échelle du trophée rookie de l'année. Et surtout, il vient d'être élu rookie du mois de décembre. Donc, c'est qu'il est effectivement, comme tu l'as dit, sur une bonne phase. Et la course est encore très ouverte, finalement. Ouais. Il y a Yves Missy qui a été rookie du mois de l'autre côté. C'est encore ouvert, tout reste à faire, je trouve. Donc, tu as raison de dire qu'Alex Sarr est bien. C'était celui sur lequel les gens avaient peut-être le plus de doutes parmi ceux qui ont été draftés assez haut, parce qu'il avait fait une Summer League et une pré-saison un peu compliquée au niveau de l'adresse. Il trouve son rythme. Certes, c'est dans une équipe extrêmement médiocre, mais il a 18 points, 11 rebonds, 3 passes cette nuit. Une adresse à 3 points qui est intéressante aussi, 3 sur 6 cette nuit. Donc oui, tu as raison de mentionner qu'Alexandre Sarr est sur une bonne dynamique.
Ouais, notamment à la passe, il montre vraiment des choses intéressantes. Le jeu Ouais. passe un peu plus par lui d'ailleurs, sans qu'il soit uniquement dans un rôle de finisseur. Donc j'ai hâte de voir la deuxième partie de saison d'Alexandre Sarr. Voilà, on a fait le point sur les matchs de la nuit. Je te propose qu'on revienne sur des faits marquants du week-end. Il y a eu notamment deux matchs extrêmement plaisants et qui ont été passionnants de bout en bout. C'est les deux affrontements qu'il y a eu entre les San Antonio Spurs et les Denver Nuggets. Une victoire partout. Premier match dans la nuit de vendredi à samedi, remporté 113-110 par les Spurs. Le suspense a été jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça a été disputé. Il a fallu une interception de Victor Wembanyama dans les mains de Nikola Jokic pour finalement donner l'avantage aux Spurs. Je vous donne quand même les stats au passage, les stats marquantes. Donc sur ce premier match, 35 points, 18 rebonds, 4 passes, une interception, 2 contres pour Victor Wembanyama. De l'autre côté, 41 points, 18 rebonds, 9 passes, 2 interceptions pour Jokic. Et 24 heures plus tard, rebelote, cette fois-ci victoire des Nuggets 122-111 après prolongation. Je vous redonne à nouveau les stats. Jokic termine avec 46 points, 9 rebonds, 10 passes, 2 interceptions, 2 contres. Et Victor Wembanyama avec 20 points, 23 rebonds, 3 passes, 1 interception, 4 contres. Qu'est-ce que... Alors, je vais commencer. Peut-être, moi, j'adore en fait ces face-à-face. Déjà, l'année dernière, j'avais été étonné de voir à quel point Wembanyama et Jokic avaient manifestement noté ce match dans leur calendrier. J'ai trouvé qu'ils étaient tout de suite dans une... Il y avait un truc en plus. Parce que Jokic, on le connaît avec son air un petit peu débonnaire. T'as l'impression que tout glisse sur lui. Et moi, j'avais trouvé dès l'année dernière qu'il y avait quand même la volonté vraiment de marquer son territoire. Et là, ça a été frappant dès les premières possessions de chaque match. On ne peut pas parler de rivalité. Il y en a un qui est triple MVP, champion NBA, l'autre qui est dans sa deuxième année. Mais c'est des matchs à part, j'ai l'impression, entre ces deux joueurs-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Shai. Si, totalement. C'était un vrai plaisir. Ces deux matchs-là, c'était du haut niveau et c'était assez spectaculaire. Jokic a un grand respect déjà pour Wembanyama, une vraie admiration. Et surtout, je pense qu'il est conscient que c'est un des joueurs qui le gêne le plus. Je pense en NBA aujourd'hui, il y a peu de joueurs qui peuvent vraiment gêner ou limiter ou freiner Nikola Jokic parce que si c'est pas au scoring, il vous frappera à la passe. Enfin, Wembanyama, par la nature même de son physique, de son gabarit et de son style de jeu, c'est gênant pour lui et il le gêne à chaque fois. Et il est obligé du coup de s'employer et il fait quand même des stats assez énormes à chaque fois. Donc ouais, je suis d'accord, j'ai bien aimé ces duels-là. J'ai bien aimé les déclats de Jokic après le premier match où il dit je pense que Victor est encore meilleur que l'an dernier et je pense qu'il va devenir encore plus fort. Il dit c'est un joueur spécial, unique en son genre et on se souviendra de lui pour toujours. Donc, même si Jokic, de toute façon, il est plutôt positif avec tout le monde. Il critique pas les adversaires. Il est pas dans le... Même au moment où il y avait les comparaisons entre Embiid et lui sur les discussions pour le MVP et tout, il est jamais vraiment rentré dans ces discussions de rivalité ou autre. Mais il a un respect, une admiration et une envie de bien faire contre Wembanyama quand même. Et on l'a vu sur le match d'après. Parce que tu le mentionnais, il a fait un super match, Jokic. Il fait 46 points, 10 passes, 9 rebonds. Mais il y a aussi qu'en prolongation, il a pris ses responsabilités. Il marque 9 des 14 points de l'équipe en prolongation. Il s'est pas fait subtiliser le ballon par Victor ce coup-ci, qui l'avait magnifiquement gêné sur la fin de match du précédent. Et à contrario, Victor a été totalement muet en prolongation après son match qui était quand même aussi bon, 20 points, 23 rebonds, 4 comptes, tu l'as dit. Le jour de ses 21 ans, Jokic impressionnant, Victor très impressionnant aussi. Il y a toujours un peu de déchets et c'est ça, c'est la marge de progression. Il y a toujours quelques pertes de balles, quelques décisions qui sont pas optimales, mais c'est fou de se dire qu'à 21 ans, alors qu'il vient à peine de passer les 100 matchs en NBA, il arrive à jouer au coude à coude avec le meilleur joueur actuel au monde et que l'autre le respecte et le considère quasiment d'égal à égal. Je trouve que c'est quand même une marque, un signe assez incroyable du niveau qu'a déjà atteint Victor Wembanyama. Ouais, complètement. Et franchement, les matchs étaient super plaisants à avoir joué. San Antonio, ça joue quand même. Il y a quand même du talent. Surtout, il y a un fond de jeu en fait que je trouve qui... En fait, cette équipe, à mesure que la saison avance, je trouve qu'il y a une espèce de rythme qui est plus en place qu'au début, où chacun a mieux compris son rôle. Et moi, j'adore en fait Jokic parce que tu sais, il y a plein d'éléments sur lesquels il me fait penser à Tim Duncan. Et là, celui-ci, c'est ça, c'est qu'en fait, les deux ont l'air tout le temps tellement impassibles parfois que t'en oublies que c'est des compétiteurs acharnés. Et vraiment, les face-à-face face aux Spurs, tu sens que, pour le coup,
individuellement, Jokic a envie de marquer les choses. Et là, c'est fou, ses stats sont tellement dingues, mais il passe à côté de 2 triples-doubles dingues, parce que, encore une fois, samedi 41 points, 18 rebonds, 9 passes, non, vendredi, pardon. Et 24 heures plus tard, il rate aussi à un rebond, je crois, le triple-double. 46 points, 9 rebonds, 10 passes. Voilà, exactement. Donc, et tu sais, c'est vrai que parfois il a l'air. Quand tu regardes pendant les temps morts sur certaines phases aussi qui sont pas perceptibles dans des résumés, forcément, c'est pas ce que vont montrer les gens qui font les résumés, mais parfois il engueule un peu les coéquipiers, il les pousse un peu. Tu vois qu'il est quand même très impliqué dans les rencontres et dans l'issue des rencontres. Tu vois. Donc, sur le match du lendemain, après la défaite, là, en prolongation, il a vraiment porté l'équipe sur ses épaules et il n'était pas du tout impassible, je trouve, justement. Il était vraiment très, très concerné et Denver a besoin, malheureusement, pour les Nuggets, que Jokic soit sur ce mode-là. Et lui est quand même aussi dépendant du fait que les autres arrivent à être performants comme ils ont su l'être il y a 2 ans, parce que sinon Denver ne pourra pas être nouveau compétitif. La Denver est 4e, donc c'est bien, ils sont sur une meilleure dynamique, mais il faut pour ça que Michael Porter Jr. soit bon, et il l'a été sur l'un des 2 matmatchs, que les autres soient cette année. Ouais, il a des périodes de... Bon, défensivement, moi, il m'a un peu... Il y a des matchs où où il était retombé dans ses travers, mais et du coup, il surnageait pas. Mais oui, bien sûr. Offensivement, il arrive de toute façon, il est trop important. C'est une variable d'ajustement qui est hyper importante, comme l'est Aaron Gordon, comme l'est Jamal Murray aussi quand il est... Quand il arrive à jouer à son meilleur niveau. Jokic est fantastique, exceptionnel, magnifique, tout ce qu'on veut, mais il ne pourra pas gagner tout seul. Il ne pourra pas gagner tout seul, et les Nuggets ont besoin des autres, ont besoin que les autres soient performants aussi. Donc voilà, là en tout cas, ces 2 matchs étaient vraiment bien. Les Nuggets ont été intéressants, les Spurs très intéressants, tu l'as dit, pour la maturité qui s'est dégagée de certaines des séquences, et c'est logique avec des Chris Paul, Harrison Barnes et autres. Les Spurs sont vraiment, on en reparlera en détail à mon avis des Spurs prochainement, mais ils sont quand même bien, et pas seulement pour Wembanyama qui surnage aussi évidemment, mais les Spurs sont très intéressants. Ouais, carrément, juste, j'y pense, ça m'a fait rire parce que j'ai vu ça ce matin, là, tu disais Jokic qui est parfois animé sur des temps morts. Je sais pas si t'as vu, il a même embrouillé un arbitre à un moment où il était au lancer franc. Donc, tu sais, il est dans sa routine, il a la tête baissée, il se rapproche de la ligne, et puis il s'attend à recevoir la passe de l'arbitre qui lui donne le ballon pour lancer franc. Et l'arbitre lui fait une passe un peu molle qui lui arrive au niveau des genoux. Et Jokic, c'est vénère, il lui a renvoyé la balle. Alors, t'entends pas ce qu'il dit, mais manifestement, il dit, mais c'est quoi cette passe et tout. Du coup, les 2 arbitres viennent, et Jokic, manifestement, lui dit, ouais, c'est pas comme ça qu'on donne une passe sur des lancers francs, je sais pas quoi. Et au bout du compte, c'est l'arbitre qui s'est excusé, qui a fait ma faute, qui lui a redonné la balle. Mais c'était assez drôle de voir, effectivement, quand il est concentré, focus, il est pas bon à prendre non plus, Jokic. Allez, je te propose qu'on enchaîne avec une autre news du week-end. C'était l'annonce et le retrait du maillot de Derrick Rose à Chicago. Un soir d'affrontement avec... attends, j'ai déjà oublié qui était l'adversaire du soir. C'était contre les Knicks. Contre les Knicks. Donc, contre une belle équipe en plus. Soirée pleine d'émotions. Notamment, je vous invite à écouter le passage où Joakim Noah s'exprime. C'est assez touchant. C'est fou, hein, quand même, ce joueur-là, Derrick Rose, qui finalement a eu un prime très court. Il a laissé une trace quand même, j'ai le sentiment. Alors à Chicago, bien sûr, c'est un enfant de la ville. Il a été premier choix de draft. Il les a emmenés là où ils n'étaient jamais allés depuis l'époque des Bulls. C'est la seule fois où on a pu croire les fans des Bulls ont pu croire que Chicago avait une chance d'être champion à nouveau. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir un peu l'impact qu'il a eu à travers la ligue, à travers le monde même. J'ai l'impression que c'est un des joueurs finalement qui a marqué toute une génération de fans de basket. Il y a plein de fans de basket qui ont commencé à l'être, qui ont en tout cas... dont la passion s'est un peu révélée au moment où ils ont suivi Derrick Rose. Il y a même je pense bêtement à certains footeux, je pense à Griezmann qui arrête pas de dire que c'était son joueur préféré. Des gens de cet âge-là, autour de la trentaine ou de la vingtaine, qui ont commencé à suivre le basket en voyant Derrick Rose émergent, le mec MVP, le plus jeune MVP de l'histoire, le gars qui allait empêcher LeBron James d'accomplir son destin. Et oui, la popularité, elle se démentira jamais à Chicago parce que c'est un gars de la ville. Il les a portés sur ses épaules, il a été MVP, on l'a dit, voilà. Et puis il y a cette espèce de what if, d'acte manqué à cause de sa blessure. Il n'a pas pu réaliser totalement son destin, et en même temps, on avait tous conscience que c'était un joueur phénoménal quand il était là. Et après, à travers la ligue, oui, il y a ce respect-là. Déjà, le respect des mecs qui ont été très forts et le respect des mecs qui ont été très professionnels quand ils ont été dans l'équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui parlent du fait qu'il a été un mentor pour eux, même quand il n'avait pas de temps de jeu, que ce soit à Détroit, Minnesota, où il y avait une espèce de
de rapide résurrection à New York aussi, où il a fait deux passages. Donc oui, je sais que c'est une question qui divise un peu le retrait du maillot, parce que jusque-là, il n'y avait que 4 joueurs. Il y avait Jordan, Pippen, Jerry Sloan et Bob Love. Moi, finalement, ça ne me surprend pas plus que ça, et je suis pas content, mais je comprends le choix des Bulls, et ça va aussi avec une demande des fans qui sont dans une période où ils sont en manque d'une équipe vraiment compétitive, de joueurs emblématiques. Et Derrick Rose, c'est leur dernier joueur vraiment emblématique qui leur a donné l'impression, comme tu l'as dit, de pouvoir revivre leurs heures glorieuses d'avec Jordan. Donc, dans un premier temps, là, c'était un hommage. Hein, c'était un hommage, c'était le Derrick Rose Day qu'ils avaient fait à Chicago pour le match contre les Knicks. Et dans la foulée, le lendemain, ils ont annoncé que ce sera la saison prochaine dans son retrait de maillot. Le numéro 1 ne sera plus jamais porté par un joueur à Chicago, sauf, ils l'ont dit, si c'est le fils de Derrick Rose qui a quelques aspirations pour devenir basketteur aussi. Il y a encore de la marge pour voir tout ça, mais en tout cas, ouais, c'était des chouettes moments quand même autour de Derrick Rose et des Bulls. Écoute, je te propose qu'on termine par une rumeur, alors moins joyeuse, qui concerne les Phoenix Suns. Donc, je donne un petit peu de contexte. Donc, Phoenix, qui aujourd'hui est 12e de la conférence Ouest, avec un bilan de 15 victoires pour 18 défaites. Donc, ça marche pas très bien du côté de Phoenix. C'est une équipe qui s'est quand même saignée pour mettre en place son Big Three. Et donc, c'est une rumeur qui nous vient de Chris Haynes, qui explique que dès ce soir, donc on est lundi 6 janvier, que dès ce soir, il devrait y avoir des changements dans la rotation et dans le 5 majeur de Phoenix, puisque Yusuf Nurkic et Bradley Beal devraient sortir du banc de manière à permettre aux rookies Dunn et à Mason Plumlee d'intégrer le 5 et de relancer un petit peu, trouver une nouvelle dynamique. On parle aussi de mauvaises ententes dans le vestiaire. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Shai? Je crois que tu avais vu aussi d'autres rumeurs qui venaient de Brian Windhorst. Ouais, il y a beaucoup de rumeurs autour des Suns. Il y a très probablement des changements qui se préparent. Alors, ça peut être sur le plan strictement sportif, avec ce que tu évoquais. C'est des changements qui, pour moi, ont du sens, parce que quand tu vois les derniers matchs des Suns, ça manque de fond de jeu, ça manque de combativité, ça manque de défense. Là, pourtant, ils ont Kevin Durant, ils ont Devin Booker, ils ont Bradley Beal. Le fait d'ajouter Ryan Dunn, ça me semble presque évident, tant même si c'est un rookie, c'est un excellent défenseur. Plumlee, ça reste un joueur assez fiable aussi, et Nurkic est irrégulier malheureusement. Donc sur le plan sportif, je trouve que ça a du sens, mais il y a ces tensions qui sont évoquées, le fait que les joueurs comprennent pas vraiment leur rôle, comprennent pas la volonté du staff de changer des choses. Donc ça on va voir les changements dès la nuit prochaine, hein, avec le déplacement à Philadelphie. Ça veut pas, quand il y a des changements dans une équipe, dans une rotation, ça veut pas forcément dire que tout va exploser derrière. Sauf que Brian Windhorst, lui, annonce que les Suns sont l'équipe la plus agressive pour essayer de récupérer Jimmy Butler. Sauf que le Heat, qui un temps était intéressé par Bradley Beal quand il était à Washington, en tout cas c'était les rumeurs, est visiblement plus du tout intéressé par Bradley Beal. Et le problème, c'est qu'il il faudra trouver une troisième équipe. Beal, il faut le rappeler, il a une clause de non-trade. C'est-à-dire que s'il n'est pas d'accord avec l'équipe dans laquelle on veut l'envoyer, il peut dire non, je reste. C'est moi qui décide. Donc il faudrait trouver une troisième équipe qui veuille bien de Bradley Beal, avec ce contrat-là et le niveau qu'il a actuellement, qui malheureusement est très loin de celui qu'il avait dans ses meilleures années à Washington, et en même temps que Beal veuille bien cette destination. Donc c'est une situation compliquée qui malheureusement était un peu inévitable. Si ça fonctionne pas derrière, tu t'es bloqué. On l'avait dit quand Beal est arrivé, hein, t'es bloqué si ça fonctionne pas. T'es bloqué parce que tu t'es saigné pour faire venir Kevin Durant aussi. C'est extrêmement compliqué. Et je trouve que ce qui est un peu, c'est pas tant, mais ça me surprend toujours, c'est de voir le silence apparent des deux stars de l'équipe, Devin Booker, Kevin Durant. Ils sont là, ils jouent les matchs, mais on n'a pas l'impression que... Tu vois, ça me rappelle un peu, toute proportion gardée, la situation à Brooklyn, où tu as l'impression que les joueurs sont là, c'est des joueurs un peu lambda et ils subissent les événements, alors que c'est Kevin Durant et Devin Booker, quoi. Normalement, je sais pas, tu as l'impression que c'est deux mecs qui ont le statut et l'expérience pour gueuler, pour taper du poing sur la table, pour prendre l'équipe sur leurs épaules et sortir des matchs à 50 points s'il faut. J'ai l'impression qu'il y a une forme de passivité, de résignation à Phoenix, où on a pourtant changé de coach. Hein. Mike Budenholzer, c'est pas c'est pas le plus mauvais coach de la ligue, mais même lui est un peu sans réponse face aux problèmes qu'il y a dans soit la construction de l'effectif, soit des problèmes relationnels, je sais pas, mais il n'est pas trop tard pour réagir, que ce soit via des trades ou via des changements dans le line-up. Phoenix est décroché, mais peut encore revenir avec le nombre de matchs qui restent. Là, ils sont, tu le disais, 12e, mais ils ont quand même
te rends compte, une équipe, ils ont 3 victoires de moins que Golden State, qui pour moi est aussi en crise de résultats, enfin, qui est en difficulté en tout cas et pas du tout rassurant. Et ils sont à 2 victoires de moins que Minnesota, qui est pour moi aussi déprimant. Donc c'est pas trop tard, mais on peut pas s'empêcher d'être inquiet pour les Suns, c'est sûr. Ouais, non, mais je partage ton avis surtout, et tu fais bien de le rappeler, après un changement d'entraîneur, parce qu'au bout d'un moment, enfin, s'il y a eu changement d'entraîneur, dans ce type d'équipe, s'il y a changement d'entraîneur, il faut que les stars soient d'accord, à la fois pour qu'on se sépare de l'entraîneur précédent et aussi pour accueillir le prochain entraîneur. Donc au bout d'un moment, limite tu sais, dans la rumeur relayée par Chris Haynes, ce que j'ai trouvé le plus dérangeant, c'est effectivement ces rumeurs de mauvaise entente dans le vestiaire, que les gens n'ont pas l'impression de comprendre quel est leur rôle. Alors, tu dis, bon, bah, on va pas changer d'entraîneur et de plan de jeu tous les ans. Et à un moment, c'est aussi au joueur de trouver trouver des solutions, parce que souvent c'est ce qu'on dit en fait, c'est que les grands joueurs trouvent les solutions en fait par eux-mêmes. Bien sûr, ils sont aidés par un coaching staff, mais c'est ce qui fait que ça a marché à Miami en fait. Par exemple avec Chris Bosh, je parle de Chris Bosh parce que c'est celui qui a le plus dû altérer son jeu finalement pour que ça colle avec le succès qu'on connaît, qui a eu le hit. Il y a un moment, c'est aux joueurs de prendre les choses en main. Donc bon, on verra. En tout cas, on verra dès ce soir si effectivement les changements qui sont annoncés dans le line-up sont effectifs. Et puis on verra aussi ce qui se passe. T'as raison, Jimmy Butler, de toute façon ça va être la situation la plus intéressante à suivre maintenant parce que il est suspendu, donc ça veut dire aussi que le Heat va essayer de changer rapidement maintenant, de mettre rapidement sur place un trade. Donc on verra si les Suns sont impliqués dans tout ça. Écoute, on pourra en reparler dès demain de toute façon pour le CQFR. Cet après-midi, exceptionnellement, il n'y aura pas de podcast. On vous proposera un podcast probablement demain parce qu'on sera réunis tous les trois avec Antoine. Ce sera l'occasion de reprendre nos podcasts à trois. En tout cas, on vous souhaite de passer une super journée et puis on vous dit à demain. Ciao. À demain.